21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. C'est votre rendez-vous avec l'information. Tout de suite, les titres. Le président de la République en visite hier à l'état-major général des armées prend connaissance du projet de cartographie numérique élaboré par cette institution. À Genève, la commissaire aux droits de l'homme passe en revue les réalisations accomplies par notre pays dans le domaine des droits de l'homme. Les dirigeants palestiniens en conclave pour discuter de l'avenir de l'autorité palestinienne et l'OLP menace de suspendre la coopération sécuritaire avec Israël. Merci Madame, Monsieur de vous joindre à nous. Vous le savez, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, était à l'état-major général des armées où il a été informé sur les étapes franchies par le projet d'élaboration de la cartographie numérique. Ce projet, conçu par l'état-major général des armées, permettra de disposer d'une banque de données grâce à des images satellites qui pourront être mises à profit pour réaliser des cartographies topographiques sur l'ensemble du territoire national. Retour sur cette visite avec Mohamed Emile Bakar. Reçu par le ministre de la Défense nationale, Diallo Mamadou Batia, entouré du secrétaire général de ce département, le général Mohamed Ould Hadi, et du général de division, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, chef d'état-major général des armées, et au son de la fanfare, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, après avoir salué les officiers supérieurs, a pris place dans la salle de conférence de l'état-major général des armées. Là, un exposé sur le projet d'élaboration de cartographie numérique lui a été présenté. Ce projet renferme une base de données numériques dans laquelle sont répertoriées toutes les informations géographiques. Le projet de cartographie numérique conçu par des ingénieurs de l'armée nationale est composé de 3 parties. Les 2 premières parties sont axées sur la collecte des images prises par voie satellitaire ainsi que la conception de la topographique de base sur l'ensemble du territoire national. La 3e partie, en cours de réalisation, vise à créer une infrastructure moderne d'empreinte numérique permettant à l'avenir à notre pays de pouvoir créer un système informatique dans le domaine de la géographie nationale qui constituera une référence pour l'élaboration des cartes urbaines. Dans le souci de rapprocher les services de ce projet des départements techniques, l'état-major général des armées a entrepris la formation des techniciens spécialisés au niveau de certains départements, parmi lesquels les ministères de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, lesquels ont été équipés de matériel d'exploitation des images satellites. Le président de la République a mis à profit sa présence à l'état-major général des armées pour se réunir avec les chefs des états-majors et les officiers supérieurs avant d'entreprendre une visite des directions relevant de cette institution. Et nous apprenons par arrêté rendu public ce soir par la primature que Madame Habiba Mtahmedou est nommée conseillère pour les affaires culturelles et d'enseignement au cabinet du Premier ministre. C'est également à la primature que le Premier ministre, M. Yahya Al-Haddamine, a reçu aujourd'hui la directrice du bureau régional de l'Organisation internationale pour les migrations en Afrique de l'Ouest et du Centre. Madame Carmela Godo a déclaré au terme de l'entrevue que son entretien avec le Premier ministre a porté sur les domaines de coopération entre notre pays et son institution. Je suis venue en visite en Mauritanie et je viens de dire à Monsieur le Premier ministre combien nous sommes satisfaits de la coopération que nous recevons du gouvernement mauritanien. Ça fait maintenant plus de 7 ans que nous travaillons ici en Mauritanie. Ma collègue, la chef de mission ici à Nouakchott, travaille avec le ministère de l'Intérieur sur la gestion des frontières. La semaine dernière, on vient d'inaugurer avec un atelier la première stratégie migratoire dans la sous-région et nous sommes très fiers d'avoir pu faire cet accomplissement avec le gouvernement mauritanien. Merci.
Une visite, celle effectuée aujourd'hui par le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et des Technologies de l'Information à la Mauritanienne internationale de télécommunications. Objectif, s'informer sur l'efficacité du câble marin et son impact sur le renforcement de l'Internet dans notre pays. Le point avec Abdoul Adamabah. Depuis 2012, notre pays est relié au câble sous-marin, ce qui permet un accès à l'Internet haut débit avec la fibre optique qui relie l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Avec le câble sous-marin, la connexion haut débit est disponible et offre de nouveaux services dans le domaine des télécommunications. Le résultat de cette interconnexion et le rôle de l'IMT ont été abordés au cours de cette visite du ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et des Technologies de l'Information et de la Communication, M. Dia Mokhtar Malal. Ces services au profit des opérateurs et le renforcement du réseau des télécommunications ont été largement évoqués en présence de M. le ministre. Ainsi, il a pu s'imprégner de l'état de ces équipements. 25 millions de dollars ont été investis afin d'obtenir une capacité de 20 gigas, dont 6 déjà actifs. Le ministre a, au terme de cette visite, loué l'apport de cette infrastructure au profit des citoyens mauritaniens. Il a par la suite indiqué aux opérateurs nationaux que l'État a rempli sa mission avec la mise en place de cet équipement. Il s'est en outre appesanti sur le projet Warship qui permettra aux villes de l'intérieur du pays de bénéficier de cette infrastructure. Cette infrastructure est le résultat d'un partenariat exemplaire entre le public et les privés, en tout cas dans le domaine des télécommunications, regroupant les 3 opérateurs télécoms, à savoir Mauritel, Matel, Chinguitel, l'État à travers Mauripost et la BSA. C'est un groupement d'intérêt économique qui a eu à réaliser le câble sous-marin dont vous connaissez et qui aujourd'hui est le nœud principal pour l'acheminement de l'ensemble des trafics et des services de télécommunications à la fois de voix, de data et tous les autres services à travers l'international. Elle aura davantage encore d'importance avec la réalisation du projet Warship parce qu'elle envisage encore d'intégrer, une fois que le réseau Warship est fait, aussi de prendre en charge, comme elle prend en charge aussi l'exploitation et la maintenance du Warship, afin d'assurer le réseau interurbain pour assurer aussi l'interconnexion interurbaine entre nos différentes villes avec la capitale. L'interconnexion constitue une nécessité, surtout avec ce monde de plus en plus globalisé. Le Conseil des droits de l'homme vient de tenir à Genève sa 28e session. Notre pays était représenté à cette rencontre par la commissaire des droits de l'homme et l'action humanitaire. L'occasion pour Mme Aïchatoum Temhayham de prononcer une allocution dans laquelle elle a indiqué, je cite, « Ceux qui suivent l'évolution de la situation des droits de l'homme en Mauritanie constatent que de grandes transformations ont été opérées dans le domaine dans le pays ces dernières années, grâce à la prise d'un lot de mesures favorisant l'exercice des différents droits et libertés. La commissaire a ajouté que la pratique de la démocratie, avec tout ce que cela requiert d'ouverture, de concertation, du dialogue et d'attitude positive vis-à-vis des mécanismes internationaux des droits de l'homme, sont les caractéristiques du style du président de la République Mohamed El Abdelaziz. Elle a précisé que le gouvernement mauritanien a adopté le 26 février 2015 un projet de loi créant un mécanisme national de prévention contre la torture. Ce mécanisme, a-t-elle précisé, sera redynamisé le plus rapidement possible. La commissaire a enfin rappelé l'adoption le 6 mars 2014 d'une feuille de route à ce sujet, conformément aux recommandations présentées par la rapporteure spéciale des Nations Unies chargée des formes contemporaines de l'esclavage. Ici, à Nouakchott, des acteurs pédagogiques étaient conviés aujourd'hui à une journée de réflexion sur l'enseignement organisée par la wilaya de Nouakchott-Ouest en collaboration avec la direction régionale de l'éducation au niveau de cette même wilaya. La rencontre devrait à terme aboutir à la mise en place d'une stratégie régionale efficiente en matière de l'enseignement. El Haj Abdallah Hiddi. Comment aboutir à une stratégie nationale capable de promouvoir notre système éducatif? Cette question était au cœur de cette journée de réflexion organisée par la wilaya de Nouakchott-Ouest en collaboration avec la direction régionale de l'éducation.
Le Wali de Nouakchott-Ouest a noté lors de ce colloque que l'organisation de cette journée de réflexion regroupant les acteurs pédagogiques a pour objectif d'élaborer un plan d'action régional pour promouvoir les secteurs de l'enseignement et d'augmenter le taux de scolarisation. La directrice régionale de l'éducation au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest a campé le décor de ce colloque. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui entre dans le cadre des activités de concertation avec les acteurs de l'éducation que nous sommes. La tenue de cette journée de réflexion sous le thème « Que faire pour concrétiser 2015, année de l'éducation » vient également en application des directives des hautes autorités du pays de faire de l'année 2015 l'année de l'enseignement. En effet, en annonçant 2015, année de l'enseignement, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fait honneur à notre famille, la famille de l'éducation. Ainsi, en tant qu'acteurs et hommes de terrain, nous sommes devant un défi, celui de ne pas décevoir les espoirs placés en nous par les parents d'élèves, les autorités. Et la liste de gens plaçant leur espoir sur notre action quotidienne est longue. Les travaux de cette journée de réflexion ont été marqués par la présentation des 4 exposés. Les premières portent sur les actions à mener pour concrétiser 2015 année de l'enseignement. Le second est lié à l'amélioration de l'encadrement dans l'école. Le troisième est relatif à l'augmentation du taux de réussite aux examens, tandis que le dernier a tourné autour de la lutte contre les violences faites aux enfants. Enfin, les champs étaient laissés libres pour les interventions des participants qui ont abordé les imperfections de l'enseignement en suggérant dans ce sens des propositions pour vaincre ces défis. Et nous restons dans ce volet enseignement pour parler de la question des programmes pédagogiques et de leur impact sur l'amélioration du niveau des élèves. Notre équipe qui a enquêté sur ce sujet a recueilli des témoignages des élèves et des acteurs concernés par l'opération pédagogique, particulièrement en ce qui concerne les programmes enseignés dans les écoles étrangères. Melika Nari. Le cursus scolaire, base fondamentale de l'éducation, au travers duquel sont transmis des valeurs, des connaissances et un mode de pensée, a un impact certain sur nos jeunes générations. L'évolution et les changements opérés dans ce cursus scolaire augmentent les interrogations et les appréhensions quant à l'influence sur nos enfants et sur leur capacité d'assimilation. Cet élève souligne que le cursus scolaire est difficile et doit être simplifié pour être à portée de compréhension. Cet autre déclare que ce n'est pas le cursus scolaire qui est en lui-même difficile, mais son mode de transmission qui n'est pas adéquat. À ce jeune, il souligne apprécier l'actuel cursus scolaire, mais que les professeurs doivent vulgariser les connaissances de manière plus aisée. Le cursus scolaire, dit-il, doit être finalisé avant la fin de l'année. L'opération d'élaboration et de formulation du cursus scolaire passe par plusieurs étapes qui impliquent les différents acteurs pédagogiques. Ce processus revêt une importance majeure, d'autant qu'il traduit les politiques gouvernementales dans ce secteur. Ce responsable pédagogique souligne que l'Institut national pédagogique suit dans l'élaboration et la formulation l'orientation générale formulée par l'inspection. Une équipe d'inspecteurs conçoit le cursus scolaire en collectant les matières scientifiques pédagogiques qui bénéficieront aux élèves et aux professeurs. La floraison d'écoles privées étrangères pose pour certains le problème de l'identité dans ce paysage scolaire où les parents privilégient les écoles privées. Une crainte que certaines écoles privées veulent dépasser en insistant sur le suivi du cursus scolaire national et en insistant également sur l'intégration des valeurs islamiques, d'où la nécessité de l'opération d'inspection pédagogique. Ce responsable scolaire souligne que cette école n'est pas étrangère, c'est une école qui est attachée aux valeurs islamiques et nationales. Tout ce que nous faisons, dit-il, c'est l'application du cursus scolaire mauritanien. Avec chaque réforme du système éducatif, le cursus scolaire est l'objet de débats, tant que c'est la pierre angulaire de l'éducation de nos jeunes générations.
L'enseignement femmes, mais cette fois-ci au plan syndical, le syndicat professionnel de l'enseignement supérieur enregistre une nouvelle adhésion. Il s'agit d'un nouveau groupe de professeurs dont l'initiative a fait l'objet d'une cérémonie organisée par le syndicat et au cours de laquelle le porte-parole des nouveaux adhérents a affirmé que l'action syndicale est basée sur la compréhension et le militantisme. Quant à la présidente du syndicat professionnel de l'enseignement supérieur, Madame Aminata Mtelkebd, s'est réjouie de cette adhésion qui, a-t-elle dit, va insuffler un sang neuf à leur action. Nous allons à présent, avant de refermer cette page d'actualité nationale en Assaba, où les préparatifs vont bon train en ce qui concerne la disponibilisation des aliments de bétail avec l'approche de la période de soudure. Le commissariat à la sécurité alimentaire chargé de ce cadre procédait à l'ouverture de points de vente tout en assurant l'approvisionnement des boutiques ML. À situation d'urgence, intervention immédiate en réponse au déficit pluviométrique qui a frappé la wilaya de l'Assaba, le commissariat à la sécurité alimentaire a mis en place d'importants plans d'intervention. Ces actions ciblent notamment les populations défavorisées en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Dans cette wilaya, tout a été mis en œuvre par le CSA pour disponibiliser en quantité suffisante ces hangars de produits alimentaires de première nécessité. Ce qui a eu comme répercussion de ravitailler les boutiques ML qui se trouvent dans toutes les zones de la wilaya de l'Assaba, au grand bonheur des citoyens à l'image de celui-ci qui gère une boutique ML à Kifa à partir de laquelle se ravitaillent quotidiennement plus de 200 familles. Le ministère des Pêches et de l'Économie maritime n'est pas en reste. Un peu partout à Kifa, des points de vente du poisson ont été érigés et représentent beaucoup d'avantages pour les populations, explique cette femme qui se réjouit de l'accessibilité du poisson à toutes les bourses familiales. Pour faire face également aux besoins fourragers du bétail, le commissariat à la sécurité alimentaire a mis en place un plan d'intervention pour venir en aide aux éleveurs, comme le rappelle son représentant dans la wilaya de l'Assaba. Des mesures qui devraient amortir le choc du déficit pluviométrique sur les zones pastorales de la wilaya de l'Assaba qui bénéficient d'une attention particulière des pouvoirs publics. Au volet international, les dirigeants palestiniens ont entamé aujourd'hui une réunion cruciale sur l'avenir de l'autorité palestinienne et de ses relations avec Israël qui l'étrangle financièrement, laissant planer la menace d'une dissolution de cette institution. La crise financière de l'autorité s'est aggravée depuis le début de l'année avec le refus d'Israël de lui reverser les taxes qu'il collecte pour son compte, soit près d'un demi-milliard de dollars. L'autorité se retrouve incapable de payer ses quelques 180 000 fonctionnaires depuis 3 mois. Au cours de leur réunion de 2 jours à Ramallah, siège de l'autorité en Cisjordanie occupée, les 130 membres du Conseil central de l'OLP devront aussi débattre de la crise politique que traverse l'institution. Face à cette situation, l'OLP menace de mettre fin à la coopération sécuritaire avec Israël, un outil précieux pour l'État hébreu, et pire, ajoute ses dirigeants, s'aborder l'autorité palestinienne, une décision que seul le Conseil central de l'OLP peut prendre, mais qui, a prévenu Washington, conduirait tout droit au chaos. Ainsi prend fin à cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République, en visite hier à l'état-major général des armées, prend connaissance du projet de cartographie numérique élaboré par cette institution. À Genève, la commissaire aux droits de l'homme passe en revue les réalisations accomplies par notre pays dans le domaine des droits de l'homme. Et les dirigeants palestiniens en conclave pour discuter de l'avenir de l'autorité palestinienne et l'OLP menace de suspendre la coopération sécuritaire avec Israël. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. Passez une excellente fin de soirée. À demain. Bihawlillahi wa quwwati.